Aujourd'hui, nous allons voir les différences entre les hommes au potentiel et les femmes au potentiel et surtout les souffrances de la femme au potentiel et on va aller voir ça en spécificité. Parce que c'est peut-être compliqué d'être femme au potentiel. Notre société, il faut l'avouer, est encore un petit peu misogyne, plus la singularité d'une douance, mais ça peut être très lourd à porter. Donc, les dernières recherches sur le sujet, je vais t'en parler et je vais aussi te donner des solutions pour vivre pleinement ton plein potentiel de femme. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Alors, première chose à savoir entre un homme au potentiel et une femme au potentiel, c'est que l'évaluation de la douance passe par les mêmes tests. Que ce soit les tests VICE-4 ou bien les bilans psychologiques de détection, c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Donc, dépister la douance, c'est avec les mêmes méthodes. En revanche, spécifier la douance, c'est beaucoup plus compliqué et tu vas voir qu'il y a des différences qui sont là. Et il y a deux principales différences. La première, la plus évidente, c'est l'hypersensibilité qui est très prégnante chez les femmes potentielles. Et la deuxième, je vais t'en parler un petit peu plus tard, c'est le sentiment de différence qui est beaucoup plus présent que chez les hommes. Alors, on va s'attaquer d'abord à la première différence, c'est-à-dire l'hypersensibilité. Eh bien, c'est pour cette raison que les femmes au potentiel occupent souvent des postes dans lesquels elles peuvent exprimer cette hypersensibilité. Elles ont souvent des postes de psychologue, de thérapeute, des postes dans l'éducation. Elles prennent souvent le rôle de mères bienveillantes et elles sont très attentives à l'équilibre de leurs enfants. Et tout ça, c'est l'hypersensibilité. Tu vas le voir après un petit peu plus tard pourquoi c'est important. Deuxième différence, c'est le sentiment de différence. Une femme est beaucoup moins facilement et précocement diagnostiquée qu'un homme dans sa vie. Les enfants, les garçons sont diagnostiqués plus tôt, les filles un petit peu plus tard. Notamment, la différence elle se montre à l'école où les jeunes filles au potentiel passent quasiment inaperçues. Parce qu'effectivement, une jeune fille qui est au potentiel, eh bien effectivement, elles ont un petit peu plus d'avance par rapport aux garçons, mais comme les filles sont toujours un petit peu plus matures, eh bien, la différence se fait moins sentir. Et effectivement, aujourd'hui, on attend moins des filles qu'elles réussissent. Malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui. Et pourtant, c'est à ce moment-là, précisément, au contact des autres, dans leur jeunesse, que les jeunes filles au potentiel se rendent compte de leur différence. Et cette différence est encore plus marquée vis-à-vis des femmes normopensantes. Pourquoi ? Parce qu'une femme au potentiel est plus autonome, plus créative, elle a aussi un monde intérieur plus riche, c'est-à-dire son monde imaginaire. Donc, on a ces deux principales différences, l'hypersensibilité et le sentiment de différence. Donc maintenant, on va voir au niveau des souffrances ce que ça engendre. Première souffrance, c'est le regard des autres et leur incompréhension. Bien oui, parce que les autres confondent haut potentiel et le génie qu'on voit dans les films hollywoodiens. C'est-à-dire que la femme surdouée doit être supérieure, la femme surdouée doit être arrogante, la femme surdouée doit résoudre des équations de physique quantique parce qu'elle a la connaissance innée, alors que non, c'est pas du tout le cas. Eh bien, ces personnes, son entourage, ne lui donnent pas le droit de se plaindre par rapport à sa douance. Il y en a des phrases du style « Mais toi, de toute façon, t'es super doué, et puis en plus, si t'es au potentiel, si la femme le révèle en fait, effectivement, tu as tout pour réussir, tu ne peux pas te tromper, tu as toujours la bonne réponse, donc pourquoi tu te plains de tout ça là ? T'as tout le bagage qu'il te faut. » Donc, l'entourage ne donne pas le droit
de se plaindre par rapport à sa douance, parce que l'entourage a cette vision déformée de la réalité qui est que le haut potentiel est un génie à la science infuse, ce qui n'est pas du tout le cas si tu regardes mes vidéos. Deuxième souffrance chez les femmes au potentiel, c'est le syndrome de l'imposteur. Les femmes au potentiel doutent de leurs compétences. Elles se remettent tout le temps et tous les jours en question, et elles vont même jusqu'à s'auto-dévaloriser. Et la femme au potentiel a peur qu'un jour, sa tromperie de haut potentiel soit démasquée et qu'on se rende compte qu'elle n'est pas du tout intelligente. Donc ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui est quasiment présent tous les jours chez la femme HP. Ça engendre quoi? Ça engendre un problème qui est relativement récurrent, aussi c'est une des autres souffrances des femmes au potentiel, ce sont les problèmes de nourriture et de poids. Pourquoi? Parce que les femmes HP qui canalisent l'intensité, l'hypersensibilité et le perfectionnisme, le canalisent dans la nourriture. Donc ça peut être de la prise de poids ou de l'anorexie. Alors je ne dis pas que toutes les femmes au potentiel ont des problèmes de poids, mais statistiquement, ça peut engendrer ce type de problème-là, consciemment ou inconsciemment, parce que comment faire pour canaliser toute cette charge émotionnelle? Et j'ai quelques personnes que j'ai suivies en consultation qui me disaient « moi je ne comprends pas, je ne mange pas, j'ai trop de poids, etc. » Bon, bref, problème aussi de poids. Une autre des souffrances qui est vraiment très ancrée chez la femme au potentiel, c'est qu'elle souffre aussi d'un décalage entre sa vraie personnalité et ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le faux self, c'est-à-dire la construction compliquée de l'identité. Et ça, c'est lié à l'angoisse de ne pas se faire accepter, de ne pas correspondre aux attentes, et surtout à l'amour des autres. Mais comment faire pour qu'on m'aime? Si je suis différente, je dois me faire accepter, donc je masque ma vraie personnalité et je réponds à cette demande extérieure qui est là pour qu'on m'aime, pour que je sois accepté dans le groupe. Là se crée une différence. Et il faut savoir que dans nos sociétés, une femme doit avoir certaines caractéristiques stéréotypées malheureusement. On a encore ces stéréotypes. Une femme, ça doit être une bonne mère au foyer, une femme doit être douce, une femme doit être compréhensive, une femme, c'est celle qui prépare le repas et qui lave le linge pour sa famille. Donc, on n'attend pas d'une femme la réussite ou le côté brillant intellectuellement. Donc, ce stéréotype joue en sa défaveur et joue un décalage entre ce que les autres attendent, ses amis, ses connaissances, parfois son conjoint ou son entourage, et ce qu'elle est vraiment au fond d'elle. Une haut potentiel n'est pas automatiquement une bonne mère au foyer, ni douce, ni compréhensive, et elle n'a peut-être pas envie de préparer le repas. Donc il y a un décalage. Et donc, cette femme au potentiel va même jusqu'à dénigrer ses talents. C'est-à-dire qu'elle fait tout pour ne pas briller, parce qu'elle a peur que son talent, sa supériorité, retire quelque chose aux autres. Je le répète, elle a peur, tu as peut-être peur, c'est une femme au potentiel, que on va appeler ça ta supériorité, ton haut potentiel, retire quelque chose aux autres. Et la femme au potentiel va compenser cette frustration par d'autres activités qui vont être très présentes. Par exemple, une femme au potentiel va se lancer dans le sport intensif, dans un humour décapant, décalé, ou dans des activités artistiques très poussées pour compenser ce fait qu'elle ne veut pas lever quelque chose aux autres par rapport au fait qu'elle a un haut potentiel, parce qu'elle a des talents. Et une femme au potentiel découvre souvent sa douance en allant consulter pour son enfant. C'est pour ça que souvent une femme au potentiel dénigre son haut potentiel. Elle arrive, elle dit voilà, j'ai consulté pour mon enfant, j'ai vu qu'il avait des caractéristiques. Et là, bien sûr, tout psychologue, thérapeute qui se doit lui poser cette question. Et vous, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et en général, la femme, et c'est ce qui se passe quand elle vient de consulter ici, moi non, mais pas du tout. Non, mais ne cherchez pas, moi je suis pas du tout intelligente, pas du tout. Donc dénigrement du haut potentiel, mais par l'intermédiaire d'une détection de la douance pour leurs enfants, souvent, elles se font décaler. Et statistiquement, les chiffres sont là. Dans une famille d'haut potentiel, il y a un des deux parents qui est haut potentiel si un des enfants est haut potentiel. Donc, ça ne peut pas être elle, la surdouée. En revanche, son enfant peut être surdoué. Donc, c'est encore une fois un dénigrement
de ses capacités, de ses talents. Donc tout ça, c'est quoi? C'est une souffrance en réponse aux demandes extérieures. Soit la femme développe un faux self et en souffre, ça va générer du stress, de l'angoisse, de la dépression au bout. Soit elle affirme aussi leurs différences et à ce moment-là, elle s'isole. Parce qu'une femme au potentiel qui s'affirme un petit peu en tapant du poing sur la table, automatiquement, ça fait peur, il y a du rejet et donc il y a un isolement. Donc une femme qui est au potentiel peut soit avoir un faux self dont elle va souffrir, soit elle va s'isoler, soit elle va se sentir en décalage complet par rapport aux autres. Donc, ça, c'est une des souffrances principales, mais qui nous amène à une autre souffrance qui est la victimisation. Elle est très présente chez les femmes qui prennent naturellement, je dirais même culturellement, le rôle de la victime. Ben oui, en effet, c'est la petite fille de l'école, on lui apprend ça. C'est celle qu'on doit protéger, qu'on doit défendre. C'est la petite princesse qui attend sans rien faire, en pleurant, son prince charmant. C'est ça qu'on apprend dans la cour d'école. Et automatiquement, une femme à l'âge mûr, à l'âge adulte, eh bien, elle aura tendance à se mettre en mode victime. Oui, mais c'est pas la faute à ci, c'est la faute à là, c'est la faute à mon haut potentiel, à mon hypersensibilité. Et elle endosse un rôle de victime. Moi, je dis non, arrêtez, j'en vois trop des femmes qui viennent consulter qui sont en mode victimisation. Le haut potentiel n'est pas une raison de se victimiser. Au contraire, c'est un outil magnifique, mais il ne faut pas prendre le rôle de victime. Parce qu'en tant que victime, on procrastine. J'attends que le prince charmant vienne me prendre par la main pour me dire comment faire. Et elle vient voir un coach, un thérapeute, elle vient me voir en disant « Siegfried, comment je fais ? Qu'est-ce que je dois faire ? Prends-moi par la main, Siegfried, pour... » Non ! Une femme au potentiel a toutes les solutions au fond d'elle. La solution est au fond de toi si tu es une femme au potentiel. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce mode de victimisation. Parenthèse refermée. En parlant de prince charmant, la femme au potentiel a des problèmes pour trouver son partenaire. C'est une des autres spécificités de la femme au potentiel parce que elle a du mal à trouver son âme sœur, selon ses critères. Pourquoi ? Parce que la femme au potentiel, elle a besoin d'absolu. C'est tout ou rien. C'est l'amour infini ou pas d'amour. Et la femme au potentiel, elle a aussi besoin de reconnaissance, d'écoute, de confiance, de complicité. Et tu le sais comme moi, ce sont des valeurs qui ont tendance à se perdre aujourd'hui. Si tu es une femme jeune, 18, 19, 20, 25 ans, tu sais que la reconnaissance, l'écoute, la confiance, ça ne se trouve plus à tous les coins de rue. Et cette femme au potentiel, elle a aussi besoin de conversations profondes. Parce que parler de la pluie ou du beau temps, ça ennuie une femme au potentiel. Mais parler de choses plus profondes, ça fait peur aux hommes. Parce que effectivement, elle en sait peut-être plus que moi, elle va peut-être me démasquer, bref, plein de phrases ruminantes que peuvent avoir les hommes face à une femme au potentiel. Donc, ça, la femme au potentiel a du mal à trouver une âme sœur. Et une femme au potentiel fait aussi peur aux hommes au niveau de son intensité. Parce qu'une femme au potentiel, elle est impatiente, elle est pressée, elle est parfois colérique, elle donne des conseils, alors, parfois même, elle peut avoir raison. Ben oui, c'est ça. Donc, impatiente, colérique, avoir des conseils. Elle touche à tout. Elle est éclectique dans ses centres d'intérêt, ce qui donne l'impression de sauter sans cesse d'un sujet à un autre. Et un homme qui arrive devant une femme impatiente, pressée, colérique, qui donne des conseils, qui a souvent raison, qui touche à tous les sujets, ça fait peur. Donc, c'est compliqué pour la femme au potentiel de trouver un compagnon idéal. Donc, tout ceci nous amène à une des souffrances principales de la femme au potentiel, c'est la dépression existentielle. C'est comment donner un sens à sa vie avec toutes ces charges que j'ai là comme ça. Et pourtant, une femme qui ne trouve pas de sens dans son travail, qui ne trouve pas de sens dans sa vie sociale, qui ne trouve pas de sens dans sa vie familiale,
va avoir des épisodes en dents de scie dans sa vie. Micro-dépression, phase d'ennui, crise de aquabonisme. Moi, j'appelle ça les crises d'aquabonisme. À quoi bon travailler? Ça va me mener à quoi? À quoi bon avoir des amis, puisque ça mène à quoi? À quoi vont vivre, puisqu'à la fin, on meurt? Donc, c'est des grosses crises d'aquabonisme parce qu'il n'y a pas de sens dans tout ça. Et une femme au potentiel qui ne trouve pas de sens, ça va mal. C'est pour cette raison que les femmes au potentiel ont souvent un parcours professionnel assez instable, en sautant d'un sujet à un autre. Le CV d'une femme au potentiel, il est vraiment très éclectique. Parce qu'elle va commencer un travail, puis d'un coup, elle va s'ennuyer, ou elle ne trouve pas de sens, donc elle va trouver autre chose, et puis elle s'ennuie, elle passe... L'autre jour, j'ai eu en consultation une jeune fille qui avait 27, 28, 30 ans, et elle vient pour un dépistage de la douance, et elle m'explique son parcours. Ça partait dans tous les sens, mais que des choses très intéressantes, mais dans tous les sens. Et quelqu'un qui lit son CV va dire « mais cette fille-là, elle est totalement instable, quoi. Faut pas que je l'engage, celle-là. Elle est instable. » Alors que non, c'est le parcours typique d'une femme au potentiel. Donc, tu vois que toutes ces souffrances que je viens de t'expliquer, je vais te les récapituler, le regard des autres et leur incompréhension, le syndrome de l'imposteur, les problèmes de nourriture et de poids, le décalage entre la vraie personnalité et celle qu'on attend d'elle, la victimisation, le fameux prince charmant qui vient pas, les problèmes pour trouver des partenaires, le sorte de dépression existentielle, tout ça, ça fait beaucoup. Heureusement que ça peut aller mieux. Donc maintenant, je vais te dire comment faire pour aller mieux. Première chose, il y a des méthodes pour développer l'estime de soi. C'est-à-dire sortir de l'autodévalorisation. Et ça se base sur renforcer son focus sur ses réussites et s'éloigner de ses échecs. Donc là, je vais te dire les grandes lignes de ce qu'il faut faire. Je ne peux pas te faire un cours sur toutes les bénéfices qu'il faut mettre en place, toutes les méthodes qu'il faut mettre en place pour aller mieux, mais je te donne les grandes lignes pour t'orienter. Après, écoute, viens consulter à l'université, viens voir nos formations, mais il y a des méthodes qui existent pour ça. Première chose, développer l'estime de soi. Comme je le disais, c'est renforcer son focus sur ses réussites et s'éloigner de ses échecs. Il faut que je t'explique le fonctionnement neurologique. C'est lié par rapport au cerveau, ce qu'on appelle les cerveaux triuniques, c'est-à-dire le cerveau reptilien. Pourquoi est-ce qu'on met notre focus sur les échecs? Parce qu'en fait, dans l'époque de la savane, où on était encore des hommes de Cro-Magnon, il fallait surtout se souvenir des erreurs. Parce que si on faisait une erreur, on se faisait bouffer par le lion dans la savane. Donc, tout ce qui va bien, on s'en souvient pas parce que c'est pas dangereux. Dès qu'on fait un truc qui va mal, j'ai trop fait de bruit, j'ai fait casser une branche, ça a réveillé le lion, tout ça, on se rappelle les erreurs pour surtout pas se faire bouffer ou surtout pas mourir. Donc ça, c'est un fonctionnement normal de notre cerveau, de focaliser sur ce qui ne va pas. Donc c'est pour ça qu'il faut envoyer des contre-mesures et se forcer à renforcer son focus sur ses réussites qu'on oublie de manière neurologique. Ce sont des neurosciences. On sait qu'on oublie nos réussites et on mémorise plus facilement nos échecs. Donc ça s'appelle renforcer l'estime de soi, c'est renforcer son focus sur ses réussites. Bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sortir de la victimisation. On a le triangle de Karpman, la victime, le bourreau, le sauveur. Il ne faut pas rentrer dans cette triangulation, ni prendre le rôle de victime, ni prendre le rôle de bourreau, ni prendre le rôle de sauveur. Il faut essayer d'être dans un mode d'équilibre. Et il faut mener sa propre vie et ne pas vivre qu'à travers la vie des autres. Ni à travers la vie de son mari, de son conjoint, ni à travers la vie de ses enfants, ni à travers la vie de sa famille. Il faut mener sa propre vie. Et tout ça, sortir de l'autodévalorisation, renforcer son focus sur ses réussites, sortir de la victimisation et mener sa propre vie, ça développe l'estime de soi. Bien sûr, il faut retrouver ton vrai self, ton véritable alignement avec tes valeurs, ce qu'on appelle l'ikigai, trouver sa mission de vie. Où sont mes vraies valeurs? Qui suis-je vraiment au fond de moi? Comment je fonctionne vraiment au fond de moi? Et retrouver son vrai self, c'est ce qu'on fait à l'université, en consultation, en coaching, avec nos formations aussi, c'est de retrouver son vrai self. Il faut aussi, en tant que femme, travailler son intelligence émotionnelle. Je dis bien travailler son intelligence émotionnelle, ça se travaille. Et la CNV,
c'est-à-dire la communication non violente. Pourquoi il faut travailler son intelligence émotionnelle et la CNV? C'est pour s'ouvrir à une relation de couple harmonieuse. Comme je te le disais tout à l'heure, les relations avec les hommes sont compliquées, les hommes ont peur, les femmes au potentiel impressionnent les hommes, elles ont aussi une soif d'absolu dans tout ça, dans cette relation. Donc, il faut travailler ton intelligence émotionnelle et ta communication non violente pour expliquer qui tu es, expliquer comment tu fonctionnes, expliquer quand ça va bien ou quand ça va mal. Et là, la communication non violente et l'intelligence émotionnelle sont des outils extraordinaires pour communiquer. Donc, je ne vais pas te faire un cours de communication non violente. Je te recommande, tu tapes dans Amazon, je te mettrai un lien dessous la vidéo sur la communication non violente et du livre du créateur de la communication non violente. C'est très simple et ça apporte des principes de communication qui vont faciliter l'épanouissement en couple. Bien sûr, il faut prévenir le conjoint, le compagnon, dès le début de ces singularités-là. Il faut dire effectivement, je suis différente, j'ai tel comportement différent, j'ai soif d'absolu, j'ai besoin de conversations profondes, je peux être parfois colérique, etc. Il faut prévenir. Il ne faut pas mettre le masque pour séduire et ensuite ne plus arriver à tenir le masque. Il faut dès le début le dire. Et comme je le disais, il faut donner du sens à ta vie, trouver ton ikigai, donner un but à atteindre. Comprendre ton fonctionnement, se reconstruire, réévaluer tes souffrances à la vue de ton vrai fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est bien, parfois, ça peut être intéressant de faire un coaching PPF, c'est un coaching qu'on fait au sein de l'université, qui permet justement de travailler sur ça, sur le passé, sur le présent, sur le futur. On travaille sur tout, et là on repart avec un véritable bagage pour s'épanouir, avec du changement de vie, une sorte de nouvelle éclosion en tant que femme pour switcher dans sa vie et reprendre le contrôle. Donc, je m'en étouffe. Donne-moi ton avis en commentaire de cette vidéo. Tu sais que chaque nouveau sujet est créé en fonction de tes commentaires. Donc, commente pour donner ton avis et proposer de nouveaux sujets. Et n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Et comme je dis toujours, n'oublie pas, si ça n'a pas marché pour toi, eh bien peut-être que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec vous.